Oui, oui, bon, on entend. Bon, bah, rebonjour à tout le monde. Du coup, on va commencer cette troisième et dernière session de la journée qu'on a intitulée Les relations d'échange dans l'ethnographie, implications pratiques et éthique de l'engagement. Et voilà. Et du coup, c'est une session un peu spécial dans la mesure où le rôle de président et de discutant se mélange entre moi et Chloé. Et voilà, donc on est tous les deux doctorants au sens. Et voilà. Et donc, du coup, dans cette session, on aura 3 communications. On va commencer avec Tom Beroy, qui est doctorant aussi au CITER à l'Université de Tours. Ensuite, on va enchaîner avec Maïwen Raoul, qui est aussi doctorante au CREDA et à l'IHEAL, à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et ensuite, on va terminer avec Anna Bouhired Lacheraf, qui est aussi doctorante au GEMAS, au laboratoire du GEMAS à Sorbonne Université. Voilà, donc Tom, si tu veux bien commencer. Merci, je vais essayer de rester un peu énergique vu l'heure. Donc bonjour à toutes et à tous. Déjà, voilà, je suis très heureux d'être là pour présenter une partie de mon travail de thèse. Je remercie aussi vivement les organisateurs et organisatrices de ces journées. Donc l'idée de cette communication, c'est en fait de revenir sur, je ne sais pas de PowerPoint, hein, c'est de revenir en fait sur différentes positions d'ethnographe que j'ai occupées dans le cadre une thèse de sociologie qui porte sur le bénévolat associatif des classes populaires. Donc thèse qui n'est d'ailleurs pas terminée puisque je commence ma 4e année. Donc moi, je me suis intéressé plus particulièrement, donc ce sont mes terrains de recherche, à des épiceries sociales et solidaires. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est des associations, alors pas tout le temps, mais dans ce cas-là, c'est des associations qui cherchent qui émergent depuis le début des années 90 et qui cherchent à se distinguer de d'autres formes d'aide alimentaire où il y a des distributions par repas, par colis. Et donc là, l'idée de ces épiceries, c'est de vendre les produits en fait au public bénéficiaire entre 10 et 30% du prix du marché. Donc il s'agissait en fait dans ma recherche de repérer dans ces associations voilà, qui comptent, on va peut-être en parler un peu, mais des bénévoles, mais aussi des salariés en insertion. Il s'agissait de saisir en fait le ressort d'un certain nombre d'engagements en fait, de ces profils que je rencontrais, de documenter aussi le travail associatif de ces différents membres, et enfin de saisir d'éventuelles formes de politisation. Donc, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est en fait d'essayer de analyser en fait différentes positions d'ethnographe que j'ai occupées, et donc vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, en ayant cette idée que ça peut servir en fait à tirer des éléments pour des éléments de compréhension de son objet de recherche. Donc jusque-là, c'était tout à fait classique. Et moi, ce qui m'a un peu aidé à faire ça, c'est enfin, en tout cas, j'avais le sentiment qu'on pouvait mobiliser le concept de carrière chez Hughes, Becker ou d'autres pour penser un peu de manière réflexive en fait l'ethnographie. Pourquoi ? Parce que ça permet en fait un peu aussi de découper un peu les étapes en fait de la rentrée dans une institution, de réfléchir de manière processuelle. Et aussi, ce qui me paraît intéressant avec ce concept, c'est que en fait, il y a, en tout cas, la dimension des apprentissages, elle est assez intéressante. Enfin, en tout cas, elle est pratique aussi sur le plan analytique. Et donc, dans un souci de réflexivité, ça me paraissait intéressant de travailler avec ça. Donc, quelques précisions sur le terrain et à partir de quoi je parle. Donc, une ethnographie qui a débuté en 2017, au moment où je commence en fait un master de sociologie à l'université de Tours. Et en fait, à ce moment-là, moi, je suis salarié en fait dans une épicerie sociale donc qui est implantée dans un quartier populaire dans l'agglomération de Tours, donc, qui s'appelle le Sac à Malice. Hein, c'est pas le nom du quartier, c'est l'épicerie, pardon, donc à Saint-Pierre-des-Corps. Voilà. Et dans cette épicerie, moi, j'avais à charge en fait tout un ensemble d'animations. Je m'occupais aussi du magasin avec les personnes qui étaient bénévoles. Et aussi, une des spécificités de cette épicerie, c'était que les bénéficiaires étaient invités, en fait, ça va le son parce que ouais, bon, les bénéficiaires étaient aussi invités à participer en tant que bénévoles.
Donc dans la thèse, j'ai gardé ce terrain-là, et après, ça a été aussi l'idée de prendre d'autres cas d'études, un peu pour leur spécificité et les nouveaux questionnements qu'ils pouvaient amener. Et donc, si cette première enquête, elle était plutôt longue parce que je l'ai suivie du master, et ça a été aussi un terrain en thèse. Après, j'ai pris d'autres cas d'études où là, c'est des enquêtes relativement plus courtes, entre 3 et 6 mois, dans d'autres épiceries sociales, qui sont elles aussi situées dans les quartiers populaires, donc à Tours, mais aussi en Belgique. Donc, il y en a une qui est située dans le quartier du Sanitas, à Tours, peut-être que certains d'entre vous connaissent, quartier populaire, donc qui s'appelle L'Envol et qui est géré par une très grosse ONG, on va dire, de l'aide alimentaire. Et ensuite, des terrains belges qui sont aussi situés dans des espaces populaires en fait, de la région de Bruxelles. Quand même, une des spécificités qui doit être soulignée, c'est que sur ces épiceries sociales qui sont en Belgique, en fait, là-bas, il y avait une part importante en fait, de personnes aussi qui étaient mises à l'emploi. Je mets des guillemets, qui étaient des salariés en insertion. Je ne vais pas forcément détailler beaucoup, mais voilà, et aussi que c'est des espaces qui sont pensés comme des centres de formation à destination de ces personnes. Donc concrètement, moi sur ces terrains, j'ai participé en fait à de nombreuses activités qui rythment la vie de ces semaines, enfin de ces animations, de ces associations. Et du coup, il y avait, donc ça peut être par exemple le tri des fruits et des légumes qui arrivent dans le magasin, qui sont des invendus. Ça peut être participer à la vente avec les autres membres de l'association. Ça peut être aussi observer les entretiens d'inscription des personnes qui seront ensuite qualifiées de bénéficiaires de ces associations, et aussi un ensemble de moments informels. Et à côté de tous ces temps d'observation, j'ai aussi réalisé des entretiens avec les personnes bénévoles et salariées de ces associations. Donc en 2 temps, en fait, je reviens rapidement sur les conditions sociales finalement de l'entrée en tout cas dans ce cas-là, d'une carrière ethnographe, quoi, en documentant la manière dont finalement on devient aussi ethnographe de son milieu professionnel. Donc il ne s'agit pas forcément de faire une auto-socio-analyse, parce que ce n'est pas l'objet ici, mais de revenir un peu sur voilà, un peu le contexte et comment on peut essayer d'en tirer des éléments de compréhension sur certains profils de bénévoles. Donc, dans un second temps, je reviendrai plus précisément sur la manière, donc là je vais plutôt me focaliser sur la question des apprentissages, mais comment on peut aussi finalement se retrouver à apprendre des rôles qui sont disponibles sur le terrain, et aussi ce qu'on peut essayer d'en tirer pour le milieu étudié. Donc ça paraît peut-être assez classique. Donc j'en viens à mon premier point, où je vais essayer de restituer finalement ce qu'a été l'entrée dans l'ethnographie. Donc je travaille en 2017 dans une épicerie sociale, comme je vous ai dit, et l'idée, ça a été, en reprenant en fait, qui devient un terrain, mais par à la fois une opportunité méthodologique et heuristique, pour reprendre les termes de Julie Landour. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je négocie une réduction du nombre d'heures, parce que j'étais en contrat aidé à ce moment-là, de 30 à 24 heures, pour pouvoir reprendre des études. La négociation n'est pas très compliquée, parce qu'en fait, elle est acceptée quasiment immédiatement par les membres du bureau, qui sont en fait plutôt contents finalement de cette sollicitation, parce que en fait ils valorisent plutôt le fait que je reprenne ces études-là. Donc c'est des enseignants qui sont retraités, qui sont aussi par ailleurs d'anciens militants, certains 68 arts, et qui en fait vont valoriser cette reprise. Donc il y a par exemple le cas d'un couple d'enseignants qui est un enseignant en mathématiques et une institutrice, tous les deux retraités, qui d'ailleurs ont été interrogés par un sociologue reconnu, donc ils sont d'autant plus contents que ce soit en sociologie. Et leurs enfants ont par exemple commencé des thèses alors c'est en informatique, mais voilà, en tout cas ils valorisent quand même plutôt cette reprise d'études. Il y a aussi la présidente, qui est une ancienne directrice de lycée, et elle a des enfants, enfin, en tout cas une fille qui est devenue médecin. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que c'est assez bien, assez bien reçu. Et autre élément qu'il faut prendre en compte dans cette configuration, c'est que en fait, étant sur un contrat aidé, c'est aussi un contexte qui est peu favorable pour, en tout cas, le maintien du poste. En tout cas, il y a une incertitude économique aussi à ce moment-là, qui fait que ils sont aussi inquiets, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir aussi renouveler le poste. Donc finalement, tout le monde était assez content de cette idée.
Par ailleurs, ils sont aussi trésoriers de l'association et il y en a une qui est présidente de l'association, comme j'ai dit. Donc en fait, tant parce qu'aussi ils valorisent les études et aussi que la situation de ce poste, en tout cas, est assez incertain, on comprend aussi en partie qu'ils acceptent en fait aussi assez facilement. Mais jusque-là, rien de très surprenant. Aussi, on voit comment ils vont pouvoir en fait, ils utilisent de nombreux possessifs aussi en fait, dans l'association pour parler des bénévoles et des salariés, quoi. En gros, ils disent toujours nos salariés, nos bénévoles, etc. Et donc, il me semble qu'ils investissent en partie comme une sorte de dimension pédagogique, hein, voire scolaire, dans leur engagement associatif, hein, parce qu'ils valorisent en fait, enfin, il m'a semblé qu'ils valorisaient quand même beaucoup leur intervention dans le parcours des personnes qui fréquentent l'association, donc que ce soit tant les bénévoles, mais aussi en fait les salariés, quoi, concrètement. Donc, enfin, on voit d'autant plus qu'il y a une dimension, qu'ils investissent un peu, qu'ils ont un rapport un peu, enfin, qu'il y a une dimension pédagogique dans ce qu'ils font dans l'association, et ça se voit très clairement, enfin, voilà, dans les réunions de bureau de l'association ou du CA, où ils font tout un travail d'explicitation des enjeux économiques, mais aussi des enjeux institutionnels dans lesquels sont pris l'association aux autres membres de l'association. Ce qui n'est pas sans lien, évidemment, avec les dispositions du métier d'enseignant qui trouvent à se prolonger dans l'action associative. Donc ça, c'était pour ce premier cas. Et deuxième, un autre cas d'étude, enfin non, pardon, j'en suis pas encore là, je prends de l'avance. Avec l'entrée dans la recherche, finalement, il y a, donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je commence peu à prendre des notes sur ce terrain-là, mais finalement, je ne réussis pas très bien à le faire. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai très peu de place pour le faire au départ, étant extrêmement participant. Hein, donc, il s'agissait de proposer, en fait, de par ma position, un certain nombre d'activités, un certain nombre de choses, et aussi, plus qu'un simple problème pratique de temps, etc., il y avait aussi évidemment la question de l'adhésion aux catégories en fait, indigènes du milieu, parce que j'étais aussi sans cesse amené à devoir répondre à des appels à projets, par exemple, qui étaient déjà un peu dont les catégories étaient déjà un peu fléchées à l'avance. Donc ça n'aidait pas forcément à prendre un point de vue proprement sociologique. Donc, en tout cas, ça a quand même réussi à fonctionner. Je passe assez vite, hein, mais donc au fur et à mesure, il y a aussi un effet proprement un effet de la socialisation universitaire en fait, hein, et de la socialisation à la sociologie. Mais peu à peu, quand même, ce terrain, il se requalifie. C'est plus forcément qu'un terrain professionnel, mais c'est aussi un terrain de recherche. Et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, petit à petit, on n'investit pas le temps de la même façon et on fait pas la même chose dans les pratiques quotidiennes, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que donc là, si on reprend la perspective en termes de carrière chez Hughes, par exemple, où il y a l'idée que la carrière, elle avance selon des modes de répartition en gros du temps et de l'énergie consacrés à différentes activités. Et c'est ça que je veux dire par le fait qu'en fait, ça nécessite quand même une certaine en tout cas une certaine répartition qui est différente dans le sens où je me mets à faire des entretiens sur mon temps de travail, je me mets à prendre des notes sur mon temps de travail, etc. Voilà. Donc ça, c'était un peu mon premier point pour dire un peu comment on arrive dans tout ça. Et sur ce premier terrain. J'aborde maintenant le cas de mon entrée sur un autre terrain de recherche où j'étais pas préalablement salarié, donc là c'est avec le début de l'entrée en thèse, et donc cette casquette d'ancien salarié du travail social, en fait, ça a révélé être quand même très pratique, en fait, c'est plutôt bien accueilli, et en fait, ça donne l'occasion, notamment à des homologues travailleurs sociaux, l'occasion de raconter un peu aussi ce qu'ils vivent, et donc ça, en fait, ça a plutôt joué comme un atout. Et donc ça marche d'autant plus avec les personnes qui sont les plus proches de l'espace scolaire en fait, dans l'enquête. Donc typiquement à l'épicerie sociale de Molenbeek, moi je vais rencontrer le coordinateur Antoine Diangabo, lui qui en fait il valorise fortement la position du chercheur et son arrivée, d'autant plus que voilà, il a pris des cours aussi dans le ça peut paraître un peu mécaniste, hein, mais je pense qu'il y a un vrai effet de ces affinités-là. Il a pris des cours dans le travail social à l'Université libre de Bruxelles, il a fait un master en journalisme, enfin il est quand même assez
il est quand même assez en fait enchanté de cette venue-là. Il écrit aussi par ailleurs régulièrement des articles sur la géopolitique en Afrique. Enfin bref, je passe. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au départ, il souhaite m'installer dans son bureau en fait de l'association, dans son bureau. C'est-à-dire concrètement, alors que moi je lui avais dit aussi que ça m'intéressait d'aller voir autre chose, de participer à la vie quotidienne de l'association. Enfin, en gros, essayer de me situer proche aussi de pratiques qui sont pas des pratiques seulement de bureau, quoi. Donc en fait, au départ, il comprend pas trop et il me dit en fait que tu dois sûrement avoir du travail en fait. Et quand il me dit tu dois sûrement avoir du travail, pour lui, avoir du travail dans ma position, c'était pas forcément avoir d'autres types de pratiques euh, qui seraient en dehors du bureau. Voilà, ça c'est là où je voulais en venir. C'était un peu long, désolé. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que là, pour mettre aussi en parallèle avec du coup les entretiens que j'ai fait après avec lui, c'est que en fait, il a son travail, il le vit complètement sur le mode du don de soi. Hein. C'est aussi quelqu'un qui est passé par un contrat d'insertion dans cette même épicerie, donc il a toute une histoire avec ce lieu. Et en fait, on comprend aussi que ses aspirations professionnelles, elles étaient pas ici. Hein. C'est quelqu'un qui voulait travailler dans le journalisme, et il dit qu'il s'est donné, comme il dit, à cette association. Donc on comprend aussi qu'il valorise en fait en partie, c'est comme ça que je l'interprète, mais l'arrivée du chercheur qui s'intéresse finalement à son univers professionnel aussi, qu'il perçoit comme dégradé. À ce moment-là, il y a un certain nombre d'incertitudes aussi dans cette association qui doit être reprise par un autre organisme social. Bon, je ne vais pas détailler, mais il y a vraiment pas mal d'enjeux et beaucoup d'inquiétudes à ce moment-là au niveau de cette équipe. Et donc, on voit qu'il y a aussi un effet propre, parfois, de l'enquête ethnographique, qui consiste, qui peut finalement avoir presque quasiment une dimension réhabilitante, en fait, hein, pour qu'on s'intéresse finalement à des univers qui peuvent être en bas des hiérarchies sociales, en bas des organisations sociales, ce qui est assez, je trouve, le cas avec l'aide alimentaire. Donc voilà. Donc, c'est pas tout le monde qui valorise ça, hein, et ça, vous l'aurez compris, et ça va être très clair après. Donc lui, je rappelle, c'est plutôt des gens qui sont plus proches de l'espace scolaire et titulaires de diplôme. Je m'arrête sur ce cas-là, je passe à un deuxième cas, donc ça fait un peu très, très découpé, hein, c'est peut-être pas facile à suivre, mais je passe à un autre cas, donc, qui est l'épicerie sociale de Scarbeck, où là, on peut en tirer d'autres choses. Moi, quand j'arrive, je rencontre d'abord la coordinatrice, en fait, hein, qui s'appelle Diana Servan, qui est une ex-ingénieure civile au Kurdistan d'Irak et qui a commencé une thèse en lettres à Bruxelles. Donc, c'est toujours intéressant de voir aussi qui nous fait rentrer finalement dans ces associations, et aussi quelle place ils cherchent à nous donner, quoi. Et bon, ça se voyait très bien avec le cas d'Antoine avant, mais là, ça va un peu se passer un peu différemment. Et donc, le jour de mon arrivée, il y a Diana Servan et il y a aussi Carla Fernandez, qui est la directrice, qui a fait des études en Espagne comme travailleuse sociale. Et elle est directrice de la structure. Et donc, le jour de mon arrivée, moi, j'explique que je fais une recherche, hein, sur le bénévolat, sur les épiceries sociales. Et en fait, c'est Diana qui m'accueille. Et en fait, au départ, elle n'est pas trop partante, en fait. Tout simplement, elle dit, elle ne comprend pas trop, on n'a pas trop besoin. Enfin, voilà. Et donc, elle m'envoie quand même voir la directrice qui fait visiter les locaux à des bailleurs sociaux. Et elle qui est beaucoup plus partante et qui dit, voilà, quoi, en gros, c'est super. En plus, je comprends après qu'il y a en fait, c'est des terrains où il y a pas mal de gens qui peuvent investir, en fait, les terrains de l'aide alimentaire pour des stages, pour tout un tas de choses. Donc, ce qui est aussi le cas sur ces terrains. Donc, je ne suis pas non plus complètement étranger, quoi. Ça arrive souvent qu'il y ait des jeunes personnes qui viennent pour tout un tas de raisons, mais je ne vais pas détailler ici. Et donc, elle est plutôt partante. Elle me dit, écoute, t'as qu'à t'y mettre. Et, elle me dit, t'as qu'à t'y mettre. Et en fait, elle me dit, t'as qu'à t'y mettre en me montrant un ensemble de légumes qui viennent d'arriver, qui sont mis, il y a des cartons dans tous les sens. Enfin, c'est un truc, c'est le bazar, quoi. En gros, concrètement, c'est le bazar. Et elle me dit, t'as qu'à t'y mettre et tu me diras après ce dont tu as besoin, quoi. Donc, il y avait un peu ce truc-là. C'était un peu étonnant. Et du coup, d'emblée, je suis formé par une travailleuse en insertion un peu sur le tas finalement, et donc je passe la matinée avec elle, elle me forme, et je vais rediscuter à midi avec Diana, et puis là on a plus le temps d'échanger, et en fait en rappelant, en tout cas je joue un peu aussi ma carte d'ancien animateur socioculturel, etc., et ce qu'elle valorise beaucoup aussi.
Et enfin voilà, et donc là, ça lui donne aussi l'occasion de présenter, de nous expliquer un peu plus, finalement son travail ici et un peu comment elle voit les choses, quoi. Et elle me dit: «Bah, pour travailler ici, il faut vraiment être engagé», elle m'explique aussi, ben, elle une partie de sa responsabilité, c'est d'être au contact, en fait, des, salariés en insertion, qui viennent et en fait d'assurer que chacun ait un travail et cetera. Donc elle est prise là-dedans et elle, ce qu'elle dit, c'est, t avant des ici, tu en as qui venaient en parlant des oh mon Dieu, tu en as qui venaient et qui apprenaient rien, fallait leur dire 10 fois et cetera. Donc voilà, bon bref. Voilà, je m'étale pas sur ce dernière entrée avant de passer, à la suite et et ah mon Dieu. Du coup, dernière entrée où là, en fait, j'arrive sur un dernier terrain où là, en fait, concrètement, il manque cruellement de bénévoles, en fait, et j'apprends en arrivant sur ce terrain-là qu'en fait, il y a toute une équipe de bénévoles qui s'était, quasiment faite mise dehors, quoi. Et donc, du coup, moi, je suis assez étonné par cette situation et du coup, ça confirme aussi mes envies d'enquêter sur ce terrain-là. Donc, ces observations révèlent finalement des traits de l'espace étudié, des catégories de perception aussi, hein, des personnes qui me font entrer sur le terrain, et ça permet de saisir finalement comment ces introducteurs ou introductrices se représentent aussi le chercheur, mais aussi parfois comment ils tentent de lui définir une place, mais aussi peut-être plus largement comment ils se représentent eux-mêmes aussi leur place dans l'association. Donc on voit notamment comment les encadrants, hein, ils font aussi un travail d'institutionnalisation en fait, hein, des membres associatifs en cherchant aussi à leur trouver une place dans la division du travail, quoi. Donc souvent, après, on n'a pas, enfin, quand on arrive sur le terrain, il y a cette idée que faut un peu s'y mettre et donc là, c'est ce qui a été le cas pour plusieurs associations. Donc j'en viens maintenant à mon second point, que je vais essayer de faire un peu plus vite. Et donc là, c'est davantage centré sur la question des apprentissages. Et donc dans ce sens, une des phases suivantes possibles, hein, qui serait une carrière ethnographique, c'est évidemment une proposition, ce serait d'apprendre un des rôles qui est disponible sur le terrain, en fait. Parce que, des fois, j'ai toujours il me semble qu'il n'y a pas c'est quoi un rôle d'ethnographe sur le terrain, quoi. Et on voit qu'à chaque fois, même dans les présentations qu'il y a aujourd'hui, on peut pas, il y a enfin voilà, ça pose, je sais pas, mais en tout cas, moi, il me paraît que souvent, une des manières, c'est de s'y mettre et de prendre part dans ce qui se joue sur le terrain. Et donc, il y a plusieurs scènes, en fait, qui me paraissent être intéressantes parce que elles consistent en de véritables leçons, en quelque sorte. Donc, c'est des scènes d'apprentissage où les bénévoles ou travailleurs en insertion m'apprennent finalement les ressorts de leur activité. Donc, ces situations d'apprentissage, elles se sont révélées intéressantes pour saisir un peu le rapport à ce qu'elles font dans l'épicerie. Et donc, typiquement, au Sac à Malice, hein, qui est le premier terrain, moi, je rencontre Nicole Pelletier, qui est, elle, une ancienne vendeuse de chaussures. Elle a travaillé toute une partie de sa carrière dans ce domaine-là. Et elle s'occupe de la vente dans le magasin. Et donc, en fait, je la retrouve à la vente et elle commence. Moi, je suis muni de mon carnet de terrain et elle, en fait, elle m'explique comment on fait les dossiers. Elle me forme, en fait, aux différentes étapes. Et moi, je note les étapes parce que je pense bien faire. J'ai envie de bien comprendre et comme ça, je pourrais aussi m'appuyer là-dessus pour me les remémorer et ensuite, voilà. Et en fait, elle m'apprend les différentes étapes et à un moment, elle va me dire aussi que c'est très important, il faut bien noter, faire signer les tickets de caisse aux personnes qui viennent, parce que les tickets de caisse sont gardés, parce que Christine, qui est la trésorière, elle vérifie. Donc elle m'indique tout un tas d'étapes et en fait, elle finit par me dire: «Mais en fait, arrête de noter, tu vas faire, en fait, il y a que sur le champ que tu apprends». Elle redira ensuite: «Tu vas faire sur le tas» et elle ajoutera que c'est comme ça qu'elle, elle a appris avec sa prédécesseuse qui est Yvette. Donc si cette scène, elle permet de comprendre en fait, plus finement aussi le travail de suivi, hein, que font les bénévoles de la vente, on peut aussi saisir qu'il y a un mode de transmission privilégié en fait aussi de ces positions au sein de l'association, l'idée qu'on apprend sur le tas et aussi que les bénévoles sont en fait formés par des bénévoles, quoi. Et dans une forme qui me paraît être pas véritablement scolaire, enfin, ou en tout cas on est le plus directement, où l'idée c'est de passer directement par la pratique, quoi. Donc cela éclaire aussi du même coup, je pense que des catégories qui sont aussi plus populaires puissent investir ces rôles qu'offre en fait, l'épicerie sociale. Donc voilà, je passe, mais il y a aussi avec ce profil de Nicole, on voit aussi comment elle présente de manière tout à fait analogue sa rentrée dans le métier en fait de vendeuse dans un magasin de chaussures, c'est-à-dire en apprenant sur le tas. Enfin bon, voilà, je passe.
Donc, je finis juste un point là-dessus, mais en fait, il y a aussi dans cette phase d'apprentissage, moi, elle va très bien me rappeler à l'ordre aussi, parce qu'elle va dire qu'en fait, il ne faudrait pas que j'aille moucharder un jour où, en fait, elle est en train de filer des produits gratuitement à des personnes. Donc, évidemment, elle n'est pas dupe aussi. Elle sait bien que j'ai été ancien salarié de cette structure et tout. Mais de la même façon, on comprend que être bénévole à la vente, c'est aussi, en quelque sorte, avoir un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire une relative autonomie, hein, et la possibilité de faire des choix vis-à-vis des règles en fait, qui sont aussi définies par les instances de gouvernance. Donc, j'essaie d'aller un peu plus vite. Et bon, je passe, et je vais venir tout de suite peut-être à une deuxième scène qui me semble être intéressante d'un point de vue des apprentissages qu'on peut en tirer, enfin même comment on est mis un peu on est mis au travail aussi en quelque sorte, et qui se passe cette fois à Molenbeek. Et dans cette association, je passe plusieurs jours en fait avec les salariés en insertion, ce qui n'était pas vraiment l'intention au départ du coordinateur, hein. Et donc, je passe du temps avec Yacine et Issam, et sont tous les deux magasiniers en fait, dans cette association. Et en fait, il y a une matinée, je suis avec Issam, on va chercher les produits à la banque alimentaire, donc il faut quand même se représenter qu'on est deux pour passer une tonne de marchandises dans une camionnette, ça représente quand même pas mal de poids et tout. Et en fait, donc c'est aussi l'occasion de faire un entretien informel en fait avec nous, parce que ce sera, voilà. Et du coup, en fait, il y a plusieurs fois, au moment du chargement, du déchargement, il me fait des rappels à l'ordre. Il me dit, on a le temps, je suis pas pressé, je veux pas être mal, je veux pas être fatigué. Donc il me fait des rappels à l'ordre comme ça, et il impose finalement des temps de pause et tout, quoi. Et il me dit, voilà, il me dit ça. Et le lendemain, il y a un autre moment où on travaille aussi ensemble, et il me dit, il faut que tu te préserves, etc. Et en fait, quelques jours plus tard, moi j'ai mal au dos. Et en fait, du coup, ça amuse beaucoup Issam et Yacine, en fait. Et du coup, ils sont sympas, ils m'ont montré une technique. Donc, il y a Yacine qui passe derrière moi, il me soulève, il me fait craquer le dos, quoi. Du coup, ça les fait rire. Il y a Issam qui me dit, j'ai aussi cette technique-là, et il me fait plein de petits massages dans le dos et tout. Donc, moi, je suis content parce que je suis soulagé, j'ai plus mal au dos. Mais enfin voilà, donc, en gros, j'en viens à ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que finalement, cet incident de terrain, il constitue aussi un apprentissage, en quelque sorte, d'un fragment du rôle de ce que c'est que d'être magasinier. Alors évidemment, il faut prendre des précautions, mais ça renvoie aussi à l'idée que, en fait, on arrive aussi sur des terrains, en tout cas, ce qui est le cas avec ce terrain-là, où l'ethnographe, il arrive aussi avec une position sociale qui est privilégiée de par ses caractéristiques sociales. Enfin, on en a déjà parlé aujourd'hui. Ici, par exemple, le fait typiquement d'être un homme plus proche du milieu des études, blanc, etc. Mais aussi parce qu'il choisit de venir sur ce terrain-là, quoi. Et c'est ce qui est aussi, évidemment, par rapport à ces deux jeunes hommes en fait, qui vivent plutôt leur travail comme une obligation, sinon une corvée. Donc, ce qui n'est pas aussi sans marquer la question de la distance sociale, en fait, aux chercheurs. Donc, et aussi que le travail de magasinier les juge assez peu satisfaisant, de par leur aspiration aussi, qui était de devenir responsable de magasin, et donc ils se retrouvent dans cet espace-là, en fait, à être magasinier, quoi. Et donc finalement, il y a aussi cet enjeu que le fait de mettre peut-être de l'énergie, ou peut-être même, c'était peut-être de façon zélée, en fait, hein, dans ce travail-là, ça fait aussi porter le risque d'une disqualification sur celles et ceux dont on attend aussi qu'ils se montrent comme des travailleurs en fait engagés par rapport à leur position, en fait. Et aussi ça peut aussi faire courir le risque qu'ils ne paraissent pas être comme des bons éléments. Et ça, c'est une catégorie qui est mobilisée par le coordinateur dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui est Antoine, et qui est très clair là-dessus, quoi, qui fait une distinction entre les bons et les mauvais éléments parmi les travailleurs en insertion qui sont présents, quoi. Donc, autrement dit, ça paraît peut-être banal, mais c'est l'idée de dire que les rapports sociaux, ils traversent évidemment l'espace social, mais ils traversent aussi la relation d'enquête, et que, de toute évidence, s'investir sur un mode libre dans une activité pour aider, hein, et surtout enquêter, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'expression de la contrainte que vivent certains enquêtés, quoi. Donc cela n'en révèle pas moins finalement aussi la pénibilité de leur travail, mais aussi les précautions qu'il faut prendre dans son exercice. Et ensuite, on voit aussi comment la question de la préservation du corps, hein, fait partie aussi intégrante de leur travail, quoi. Et donc apprendre les techniques aussi
en fait, il y a aussi des techniques pour apprendre à se préserver dans ce travail-là, quoi. Donc on peut voir aussi qu'il y a une forme de rappel à l'ordre finalement aussi des enquêtés aux chercheurs. Parce que Yacine me remet le dos en place, c'est aussi il me remet à ma place, quoi, en fait. Donc on peut le voir comme ça. Et qu'en fait, il y a aussi évidemment la distance sociale, c'est aussi la distance entre les corps, qui est la distance en fait entre ces corps travailleurs, magasiniers, qui c'est leur activité principale, et le corps du chercheur aspirant intellectuel, quoi, proche de l'espace scolaire. C'est pas tout à fait les mêmes réalités, quoi. Donc ça m'amène évidemment à formuler, et je vais essayer de conclure bientôt, que la dimension subjective de l'analyse en termes de carrière est évidemment prudente. Alors, même si j'ai peut-être pas très bien montré, c'est peut-être pas un très bon usage de la notion de carrière, mais en tout cas ça aide à penser. On croit que la dimension subjective, elle doit être prudente parce qu'on aurait peut-être ce risque de projeter finalement un vécu subjectif sur les enquêtés, ou de prétendre être en mesure de l'analyser sous prétexte qu'on en ferait aussi l'expérience. Donc ça, je pense aux travaux de Nicolas Jounin, qui a travaillé sur les travailleurs du BTP, et de manière tout à fait analogue. Lui dit de ce point de vue, ma condition d'étudiant venu travailler sur des chantiers pour écrire une thèse, sachant l'étape provisoire et pouvant l'écourter dès qu'il ne la supporte plus, est incommensurable avec la majorité des ouvriers du bâtiment. Page 246, chantier interdit au public. Si l'on apprend finalement parfois à ses dépens, je conclus, cela n'est pas moins heuristique. Cette étape de la carrière ethnographique renvoie dans un sens à l'apprentissage aussi de son étrangeté finalement et de la distance sociale qui sépare l'ethnographe aussi de son terrain. Donc c'est en toile de fond en fait la question que en fait, on peut occuper parfois des positions qui sont contradictoires vis-à-vis de la position sociale, c'est-à-dire au fait qu'on peut se prêter au jeu sans finalement être pris objectivement par les enjeux en fait, que vivent la plupart des enquêtés. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Merci de votre attention. On va donner maintenant la parole à Maïwen, qui est à 10. On m'entend ? Alors, je vais commencer par vous remercier ceux qui ont organisé ces journées d'études très intéressantes et pour me donner l'opportunité de présenter plus que directement mon travail, mais réflexions méthodologiques en cours. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'étudie ce qu'on appelle communément la fraude aux prestations sociales, et plus précisément les formes de jeu avec les règles d'attribution et de maintien d'une prestation sociale en particulier, le RSA. Et derrière le titre un peu obscur de ma communication, tenir sa place, remplir sa part et rassurer sans tromper, la place du sociologue ni contrôleur ni travailleur social, j'aimerais proposer une réflexion plus que des solutions sur le brouillage, les malentendus qui entourent le rôle du sociologue, donc la façon dont ils peuvent être bénéfiques pour accéder à des terrains difficiles, et en contrepartie, la façon dont il engage le chercheur vis-à-vis des enquêtés. Donc bon, j'allais le faire, mais finalement, je pense que ce n'est pas nécessaire de multiplier les exemples pour vous convaincre que, donc je vais passer rapidement là-dessus, faire une recherche sur des pratiques de jeu avec la règle, ce n'est pas facile. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dispose d'aucun chiffre ou seulement de chiffres très douteux sur la fraude. Donc les rares chiffres qu'on a sont des chiffres ou plutôt des estimations qui sont donc des estimations à partir des contrôles de la fraude. Donc voilà, par exemple, j'avais prévu de ne pas vous donner de chiffres, je ne vais pas vous donner de chiffres puisque c'est que des estimations. Bon, donc mon enquête, c'est mon enquête, elle se passe sur un terrain difficile, comme on dit beaucoup en ce moment, parce qu'il s'agit d'une enquête auprès d'individus précaires et discréditables, quelquefois inscrits dans des pratiques sanctionnables, donc forcément cachées, très souvent en grande difficulté financière, qui sont confrontés à un discours public accusateur, parfois même souvent dans une relation de défiance vis-à-vis des institutions publiques et de leurs agents. Il s'agit d'une catégorie sociale qui n'existe pas en soi, mais qui est construite administrativement par le regroupement administratif d'individus qui ont en commun la faiblesse de leurs revenus et leur recours à des prestations sociales. Donc, c'est une catégorie sociale qui est très hétérogène
et surtout qui est non circonscrite spatialement, qu'il n'y a pas d'espace propre, il n'y a pas un espace dans lequel se retrouvent les bénéficiaires du RSA qui serait un bon terrain pour réaliser cette enquête. Donc, la méthode la plus courante pour atteindre des catégories qui sont construites administrativement ou par le chercheur autour du recours à une prestation ou à un service, elle consiste à contacter les individus dans les structures qui leur fournissent ces prestations ou services. Donc, c'est notamment la démarche adoptée par de nombreuses enquêtes sur les personnes sans domicile ou sur des patients malades. Mais une entrée par les institutions, même si c'est la méthode la plus courante utilisée par les quelques travaux qui s'intéressent à la fraude en France, elle n'est pas sans impact sur la façon dont est perçu le chercheur et sur les données qui sont obtenues, et plus largement sur la recherche. Parce que aborder les individus face à l'institution distributrice d'aide contribue à renforcer le soupçon d'une certaine proximité ou complicité entre le chercheur et les dominants, à placer le chercheur du côté de l'institution sociale. Donc, ça ne pose pas de problème lorsque la recherche, elle porte sur l'interaction entre les usagers et les institutions ou uniquement sur ces derniers, comme c'est le cas dans les recherches de Vincent Dubois et Alexis Spire. Mais c'était totalement inenvisageable dans cette enquête. Étant donné que moi, ce que je voulais étudier, c'est précisément ce qui se soustrait par définition au regard de l'État, des pratiques qui représentent un enjeu de contrôle et de répression par l'État. Et donc voilà, bon là je le présente comme une évidence, le fait que ce n'était pas possible de passer par les institutions qui distribuent les aides. Mais en fait, ce que je présente là comme une évidence, c'est moins une évidence que le fruit d'un raté de terrain que je n'aurai pas l'occasion de présenter ici. Donc, j'aurais pu réaliser sinon une ethnographie dans un quartier défavorisé, par exemple, mais ça aurait contribué à une vision aussi partielle que biaisée des bénéficiaires du RSA et plus encore de la fraude. Alors, je n'étais pas complètement livrée à moi-même non plus face à un terrain impossible. Et j'ai trouvé de précieuses indications, exemples et tactiques qui ont fait leurs preuves dans les récits de terrain d'enquête, essentiellement américains, similaires aux miens. Donc, les méthodes les plus utilisées par les principaux auteurs sur ce que les Américains appellent, avec beaucoup moins de précautions et de nuances, la fraude aux prestations sociales, diffèrent bien évidemment d'une enquête à une autre, mais elles ont pour point commun de chercher par différentes manières à distinguer le chercheur du contrôleur en réduisant la distance entre enquêteur et enquêté. Parce qu'évidemment, lorsqu'on aborde les règles, donc que ce soit le conformisme ou la transgression, le sociologue est fréquemment perçu de prime abord sous l'angle policier qui va reproduire l'interrogatoire, la situation de contrôle à laquelle les enquêtés ont soit été confrontés, soit craignent d'être confrontés, notamment lorsqu'il s'agit d'étudier des pratiques contrôlées par des agents aux méthodes assimilables à celles des sociologues, donc à l'aide de questionnaires, d'entretiens sur la vie quotidienne, des ressources et les relations affectives. Parce que finalement, les questions que je pose en entretien sont très, très similaires des questions que poseraient les contrôleurs. Et d'autant plus lorsque les pratiques qu'on essaye d'étudier sont marquées par la honte ou par la peur de la sanction, de la répression ou de l'abus de pouvoir. Donc, la méthode la plus courante permettant d'obtenir la confiance, de négocier des entretiens, qui est régulièrement mobilisée par les chercheurs, c'est l'appui sur le capital de confiance dont disposent, par exemple, certaines associations, certaines institutions, des communautés d'entraide entre usagers, etc. Donc, au moment de réaliser leur enquête, par exemple, sur 4 villes des États-Unis, sur la façon dont les maires seuls à faible revenu gèrent leur budget, arrondissent les fins de mois, 2 sociologues américaines, Edin et Lein, se sont confrontées à un obstacle qui était très similaire sur mon terrain, qui est la peur des mères seules que les informations qu'elles pourraient livrer en entretien ne soient rapportées aux travailleurs sociaux et ne conduisent à la baisse, voire à la suspension de leurs prestations. Donc, pour surmonter cet obstacle, les chercheuses sont passées par des ONG, par des associations caritatives, qui les ont mis en contact avec les mères seules et elles ont ainsi pu bénéficier de la confiance que ces femmes avaient envers ces associations.
Donc, les associations, c'est des ressources qui sont très mobilisées par les chercheurs en sociologie, quel que soit le type de terrain. Donc, on l'a vu aujourd'hui dans les prestations qu'on a entendues et les exemples de terrain sur... on les utilise dans des terrains sur des objets très divers, s'appuyant sur... et sur lesquels, en fait, les associations comme ressources méthodologiques, c'est quelque chose auquel on réfléchit peu. Il y a toute une littérature sur la sociologie des associations, mais je n'ai pas trouvé grand-chose, en tout cas je suis preneuse, sur le recours aux associations comme ressources méthodologiques. Donc rapidement, les associations, c'est des ressources pour deux principales raisons. En tant qu'espace, parce qu'elles représentent des espaces, qu'ils soient physiques ou numériques, où se réunissent des individus aux caractéristiques communes et où se réunissent souvent précisément la caractéristique sociale, la catégorie sociale, pardon, le groupe, la population que le chercheur souhaite étudier. Mais elles représentent également et surtout des ressources parce qu'elles permettent aux chercheurs de bénéficier de la confiance que leur accordent les individus, parce que leur intermédiaire participe à la définition de l'identité du chercheur auprès des enquêtés, en étant introduit, recommandé, rencontré à l'intérieur des associations ou dans un groupe. L'association, elle fait en sorte que les individus présument que le chercheur partage les mêmes points de vue qu'eux, les mêmes valeurs que l'association ou le groupe. Et elle rapproche de cette façon le chercheur des enquêtés en les plaçant du bon côté. Une autre méthode de transfert de confiance, c'est la méthode boule de neige ou de proche en proche, qui est notamment celle qui a été utilisée par une chercheuse israélienne, Regev Mesalem, pour réaliser une enquête sur la justification que donnent les bénéficiaires d'aide sociale sur leur transgression de la règle. Donc, elle est partie de ses proches et de ses connaissances et a petit élargi le réseau des personnes enquêtées. Cette méthode, elle lui a permis d'aborder directement, sans détour, sans perte de temps et sans d'innombrables entretiens intermédiaires, la question de la transgression et pourquoi est-ce que les personnes transgressaient ou fraudaient. Une autre méthode couramment utilisée pour réaliser son enquête sur la surveillance des pauvres et recueillir des entretiens, John Guillaume a quant à lui missionné deux anciennes mères bénéficiaires d'aide sociale dans les Appalaches pour qu'elles conduisent elles-mêmes les entretiens auprès de mères usagères de prestations sociales dans cette même région. Et en fait, c'est cette approche et la confiance dont bénéficiaient les deux enquêtrices qui lui a permis d'avoir accès au discours un discours sur l'impression constante et menaçante, mais vague d'être surveillée et les formes de résistance indirecte. Il a mis en évidence dans son enquête que les femmes bénéficiaires interrogées ne savent pas clairement ce qu'elles peuvent faire ou non et vivent dans la peur d'être dénoncées par l'autre, donc par des personnes qui sont en charge du contrôle, mais finalement par n'importe qui autour d'eux. Et ce qui produit un sentiment donc, de défiance qui encourage l'isolement et l'atomisation, et un sentiment de défiance qui aurait été un obstacle à l'enquête sans le recours à deux enquêtrices issues du même lieu et qui ont fait elles aussi l'expérience de l'assistance. Un moyen similaire de réduire la distance ou au moins la défiance, alors là je suis dans une longue énumération de techniques, mais ensuite vous allez voir où je vais en venir. Donc, un moyen similaire de réduire la distance ou au moins la défiance consiste, à rebours des préconisations au retrait dans les entretiens, à faire jouer les connivences de genre, culturelles, sociales, à faire valoir les expériences sociales communes du chercheur avec l'enquêté. Donc, on le voit notamment dans l'enquête de Karine Gustafsson, sur... donc, en fait, dans son ouvrage, dans son enquête, elle détaille réellement son approche et ce qui lui a permis d'accéder au terrain, surtout ce qui lui a permis d'accéder très facilement à la confiance des individus interrogés sur un sujet aussi sensible que la fraude. Et elle va analyser l'interaction rarement discutée entre l'identité du chercheur et l'identité des sujets de la recherche. Donc, c'est quelque chose qui est rarement analysé, hormis quand on l'analyse comme un obstacle à la relation d'entretien. Et en fait, elle va interpréter la confiance quasi immédiate des enquêtés comme liée au fait qu'elle soit une femme afro-américaine, en chaise roulante, visiblement enceinte pour la première partie de l'enquête et pour le reste de l'enquête, accompagnée de son nourrisson sous son bras.
Donc, ces caractéristiques sociales qui réduisent sa capacité à performer son rôle de chercheuse. On voit ici qu'elles vont paradoxalement la rendre moins menaçante. On va considérer qu'elle occupe une position donc apparemment subordonnée dans l'espace social, et ça va contribuer à réduire la distance entre l'enquêteur et l'enquêté. Ça va conduire aussi les enquêtés à supposer qu'elles partagent, dans de nombreuses situations, à supposer qu'elles partagent leur expérience et point de vue sur l'assistance. Et donc, contrairement à l'injonction à la distance, à la neutralité, Gustafsson et un certain nombre d'auteurs féministes encouragent les chercheuses à révéler des pans de leur identité pour gagner la confiance et obtenir des informations personnelles sur les enquêtés. Donc pour ces auteurs, la confiance, elle peut pas être gagnée, ou elle ne peut être gagnée que par l'identification des enquêtés à l'enquêteur. Et donc, en fait, c'est par la prise de conscience, c'est aussi par la prise de conscience de l'effet de son âge, de son genre, de son statut économique et de son accent régional, comme des barrières à l'accès aux données, qui avait poussé, dans la précédente enquête que j'ai citée, celle de Guillaume, le chercheur a engagé des femmes bénéficiaires de prestations sociales pour conduire sa recherche. Donc, on le voit, alors que les confidences ou le récit de soi, ils sont généralement déconseillés. Dans ce cadre-là, on voit qu'ils peuvent être aussi inévitables que bénéfiques. En fait, il s'agit ici de penser les caractéristiques sociales du chercheur, non plus uniquement comme des obstacles, comme des barrières à la neutralité ou à l'invisibilisation du chercheur, mais au contraire comme de potentielles ressources pour la confiance, pour l'accès au terrain et à la discussion. Enfin, dans le cadre de mon enquête, du fait de la particularité de mon objet et de la population que j'étudiais, l'enquête m'a conduit au fil de mon travail d'accès au terrain à composer avec les conditions parfois originales des enquêtés. Donc une approche consistant qui a consisté le plus souvent à accepter lors de la négociation des entretiens que les enquêtés assurent par eux-mêmes leur anonymat. Donc, c'est assez bon. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai été amenée dans la négociation des entretiens à renoncer de plus en plus souvent, ou assez souvent en tout cas, au face-à-face ou à avoir accès à n'importe quelle forme d'information identifiante sur les enquêtés. Donc, dans mon enquête, je me suis d'abord opposée à ces demandes, m'accrochant aux outils et aux cadres classiques de l'entretien. Donc, d'abord, la première étape, c'était de m'accrocher à l'enregistrement, ensuite au face-à-face, et puis aussi aux questions sur les caractéristiques socio-économiques des individus. Puis, devant l'homogénéité croissante du groupe de personnes que j'interrogeais, donc des femmes, des personnes jeunes, aux caractéristiques socio-économiques ou culturelles similaires aux miennes, j'ai commencé à considérer que si la présentation que je proposais de moi-même, de ma recherche, de mes objectifs et surtout la garantie de l'anonymat et de la confidentialité que je proposais ne suffisait pas à rassurer les individus, un entretien sans face-à-face et sans certaines informations était toujours préférable à pas d'entretien du tout. Donc, est-ce que j'ai le temps d'expliquer les avantages de l'entretien sans face-à-face? D'accord, bon, non. Donc, finalement, de manière assez surprenante pour moi, accepter de renoncer aux données et au cadre de l'échange essentiel au contrôle administratif s'est révélé être le gage de confiance le plus efficace, la garantie la plus convaincante pour distinguer l'enquête sociologique de l'enquête administrative ou judiciaire, ses méthodes, ses contrôles et ses objectifs. Parce que alors que l'objectif de l'enquête administrative ou de l'enquête de la CAF est de recueillir des informations à charge contre les personnes identifiées et identifiables, l'enquête sociologique, elle ne s'intéresse pas aux individus, pas pour eux-mêmes, et elle peut se passer le plus souvent des noms, des prénoms, des adresses, d'un certain nombre d'informations visuelles. Et les conditions particulières imposées de manière plus ou moins formelle par mes enquêtés sont apparues finalement comme des moyens pour les enquêtés de maîtriser l'incertitude que représente l'entretien, de limiter la production de potentielles preuves à charge en se confiant à une inconnue, et pour moi, d'avoir accès à un discours beaucoup moins normé, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus rapidement. L'entretien devenait en fait cette espèce d'espace inédit dans le cadre duquel les individus pouvaient se confier, parler de pratiques potentiellement condamnables, avec des risques qui étaient perçus comme nuls.
Et donc, en fait, tout c'est... excusez-moi. Mais finalement, en fait, tout cet effort constant pour se distinguer des agents de la sanction, pour rendre l'échange, l'entretien possible, que ce soit en passant par des associations, en parlant de soi, en acceptant de composer avec les conditions des enquêtés. Si ça m'a permis de réaliser mon enquête, ça a régulièrement contribué à brouiller le rôle du sociologue, les particularités de la relation d'entretien. Et si ce brouillage est valorisé sous certaines conditions, donc l'entretien, on nous dit, doit ressembler à une conversation. On recommande aux doctorants de se présenter comme des étudiants plutôt que comme des chercheurs. On recourt largement aux associations. Ce brouillage sur ce qu'était réellement mon rôle, quelle était la relation dans laquelle on était engagé, ça a fini par poser des problèmes éthiques évidents, mais également plus pratiques sur le maintien de la relation d'enquête. En fait, ce cadre particulier, inédit souvent, dans lequel on peut aborder des sujets relativement tabous, dans tous les cas difficilement dissibles, ces entretiens lors desquels je découvre le sentiment d'isolement, d'impuissance, où je découvre que s'il est difficile et risqué de me parler ou d'avoir accès en fait à ce discours sur le jeu avec les règles ou les manières de faire avec la règle, c'est tout aussi difficile pour les individus de parler de leur manière de faire avec les règles, de leurs propres questions sur les règles avec ceux et celles auprès desquels ils se tournent généralement pour demander de l'aide, donc que ce soit les assistantes sociales, les travailleurs sociaux, les référents CAF ou Pôle emploi, voire même leurs proches. Et en fait, je m'aperçois que les échanges avec les sociologues sur des pratiques déviantes, sensibles, illégales, sont de rares occasions d'avouer des pratiques qui sont généralement tues ou rarement évoquées avec d'autres personnes, même de l'entourage proche. Donc, de parler de ces peurs, de la peur d'être pris, de la peur des conséquences, de la peur d'être jugé. Mais également et surtout, c'est une occasion de présenter sa situation à une personne qui est considérée comme une experte, une spécialiste du sujet, particulièrement à même de fournir des conseils, de l'aide, avec un risque particulièrement limité. Et donc, en fait, pour un grand nombre de mes enquêtés, parler, se confier, raconter son expérience, ça a pour objectif implicite d'obtenir un avis sur sa situation, des conseils, des indications sur la démarche à suivre. Alors, face à ces attentes de contrepartie, ma première réaction, ça a été d'essayer de me soumettre aux exigences de la posture ou surtout de la distance scientifique. Je me suis donc efforcée, malgré les demandes de conseils, d'expliquer qu'en tant que sociologue, je ne pouvais pas leur venir en aide, je ne pouvais pas leur donner de conseils, que j'en avais ni les compétences, ni que ce n'était pas mon rôle non plus. Alors, il ne s'agissait pas de dire ou de considérer que la relation d'entretien est une relation à sens unique. Il est d'ailleurs courant de relever dans les enquêtes ou dans les récits que livrent les chercheurs de leur terrain auprès de populations vulnérables des formes de contrepartie en service qui ont permis soit d'établir, de maintenir ou d'équilibrer la relation. Donc, le plus souvent, l'aide ou la participation à des activités précises telles que des démarches administratives ou une aide plus diffuse qui prend la forme d'une présence, d'un accompagnement dans les tâches diverses de la vie quotidienne. Et moi aussi, j'ai également été amenée à relire, par exemple, et à corriger des correspondances avec la CAF, à rédiger des messages, à contacter des avocats. Mais ce n'est pas vraiment ce type de contrepartie, même si elles étaient les bienvenues et même demandées, qui était attendu. Ce qui était attendu de moi, c'était ma capacité à prodiguer des conseils, à prescrire de bons comportements, des démarches à suivre, à fournir en fait des informations rares sur un sujet tabou. De la même manière que je jouais sur le registre de la confidence, les individus voulaient également des confidences sur la façon dont fonctionnent les contrôles, etc. Donc, les questions les plus courantes étaient des questions sur qu'est-ce qu'on risque réellement en ne déclarant pas telle ou telle ressource? Est-ce que les individus sont vraiment contrôlés? Comment font les autres personnes qui sont confrontées aux mêmes situations et aux mêmes dilemmes? Quand les autres déclarent, par exemple, tardivement, de quelle manière ils le font? Alors, au départ, c'était simple de ne pas donner de conseils, de ne pas répondre à ces questions parce que je ne connaissais pas la réponse. Mais au fil des entretiens et avec l'accumulation des données et des ressources, cette posture et le maintien de cette distance m'a donné une impression de malhonnêteté
en fait, à l'aide de l'étude de la littérature, mais surtout grâce aux nombreux entretiens, à ce que me disaient les personnes elles-mêmes, et grâce à des entretiens réalisés auprès des usagers, mais également d'avocats, de contrôleurs, etc. J'ai pris connaissance des ressources, des moyens à la disposition des usagers, mais dont ils ou elles n'ont le plus souvent pas connaissance. Donc, dans les entretiens, un certain nombre d'enquêtés, notamment ceux qui avaient joué avec la règle et qui avaient été confrontés à des contrôles et à des sanctions, me racontaient par exemple ce qu'ils considéraient comme des erreurs ou des regrets, notamment des démarches pour se défendre qui, du fait de la complexité du fonctionnement du RSA, des contrôles avaient empiré leur situation. Donc, peut-être que c'est très flou ce que je raconte. Donc, pour vous donner un exemple, la plus courante consiste à adresser une lettre à la CAF pour se défendre, pour expliquer leur situation, leurs circonstances atténuantes, ou, sans avoir été contrôlés, pour avouer une erreur et essayer de régulariser leur situation. Donc, une démarche qui est souvent conseillée même par des assistantes sociales et qui, la plupart du temps, va au contraire que de désamorcer la situation, comporte le risque que l'institution, ses agents, utilisent cette lettre comme une preuve. En fait, elle est un aveu de la fraude, de la transgression volontaire. Et donc, dans les récits des individus, elle conduisait presque systématiquement au remboursement des prestations perçues, mais également au paiement de lourdes amendes pour fraude. Donc, ces erreurs, ces maladresses, elles révèlent un rapport dominé face aux administrations sociales et à leurs agents, des choses qui sont assez injustes. Alors, en sachant cela, en prenant connaissance de ce genre de choses, en sachant ce qui empire la situation et les ressources utiles pour se défendre, les choses à ne pas faire ou à faire, et en connaissant les risques de chaque pratique et la façon dont elles sont contrôlées, j'ai fini par demander s'il appartenait pas de mon devoir, non pas en tant que chercheuse, mais en tant qu'individu engagé dans une relation, dans une conversation, dans le cadre de laquelle un individu évoque ses difficultés, sa précarité, de partager mes informations et mes ressources. Donc, afin de faire face à ces attentes de contrepartie, j'ai eu recours à 2 types de ressources qui ont leurs limites, que je vous présente moins comme des solutions, mais ou comme des outils qui seraient toujours transposables, mais comme des pistes de réflexion sur la façon de remplir sa part, de remplir les attentes, de rendre l'enquête au moins un peu utile pour les enquêtés. Donc, en premier lieu, j'ai établi et proposé en fin d'entretien un répertoire de contacts, donc des institutions, des associations, des avocats, journalistes, rencontrés dans le cadre de l'enquête ou recommandés par les enquêtés. Donc, en fait, c'était une manière, en donnant les contacts de chaque personne, de clarifier mon rôle, donc d'expliquer qu'en recourant à tel avocat, il pourrait faire ce qu'on me demandait de faire et que je n'étais pas capable de faire, et de même pour les autres personnes qui sont sur la liste. Et j'ai découvert récemment que ce type de répertoire était également mobilisé par d'autres chercheurs, notamment par une chercheuse, Lucie Wiki, dans le cadre de sa thèse sur les hommes victimes de violences sexuelles. Un autre type de ressource a été la mobilisation des précédents entretiens, du récit des individus eux-mêmes ayant été confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes dilemmes, les ressources qu'ils ont mobilisées, les résultats qu'ils ont obtenus en suivant une pratique ou une autre. Et en fait, ce recours à des anecdotes de terrain, il a eu le double avantage alors que je me dépêche, de souligner et de donner à voir les intérêts et de la participation à l'enquête, et de permettre aux individus de bénéficier le plus directement des résultats en train de se faire de la recherche. Je vais passer directement à la conclusion. Bon, finalement, mon propos, ce que j'ai essayé de mettre en évidence ici, c'est que dans mon enquête, comme dans un grand nombre d'enquêtes et d'objets aux difficultés similaires, ces enquêtes-là, elles n'auraient pas pu être réalisées sans l'appui, sans la caution d'associations, sur l'aide de proches, sans la mobilisation de certaines des caractéristiques sociales du chercheur à son avantage, pour se différencier des sondeurs d'opinion, des assistantes sociales, des contrôleurs, des policiers, etc. Toutefois, dès qu'il s'agit de contrepartie de l'échange, à cet échange qu'est la relation d'entretien, d'essayer de remplir les attentes des enquêtés, c'est la retenue, la distance, la neutralité qui est le plus souvent prescrit ou même exigé des chercheurs. Donc, ne pas s'exprimer uniquement pour relancer, ne pas se prononcer, ne pas donner son avis, surtout ne pas trop s'engager.
Or, cette posture, elle est paradoxale et surtout particulièrement difficile à tenir dans le cadre de mon enquête. Si la chercheuse est en mesure d'apporter son aide, est-ce qu'elle n'est pas tenue de le faire? Donc voilà, cette question, elle me conduit à ouvrir une discussion sur laquelle j'apporte, vous l'aurez sans doute remarqué, très peu de réponses sur les devoirs du chercheur vis-à-vis des enquêtés, et notamment sur les formes de contre-don, de contrepartie à l'échange.